Ma passion pour la photo est née très tôt. J'avais à peine 17 ans. J'avais récupéré l'appareil photo, un Canon que ma mère n'utilisait pas. Et j'ai commencé à faire mes premières armes avec cet appareil photo. Et il y a eu vraiment, je peux dire, le mot est significatif, un déclic lors d'un voyage à Chypre. J'ai fait une image de deux vieillards attablés dans un café, souligné par un très très beau contre-jour. J'ai fait cette photo alors que je n'étais pas du tout professionnel, de manière très professionnelle. Je me suis fait oublier et j'ai fait cette photo au huitième de seconde, ce qui est assez technique et on peut rater encore aujourd'hui des photos à cette vitesse-là. Et lorsque le bruit du déclencheur est intervenu, les deux personnes ont bougé, la photo était en quelque sorte détruite. Alors ça, cette sorte d'ambivalence m'a fasciné. Je figeais quelque chose que je détruisais en même temps. Et ça a été un petit peu, pour moi, comme une révélation et le début de ma passion pour la photographie. Et il y avait aussi autre chose, c'est que j'ai toujours été hanté assez jeune par la peur de la mort. Et la photographie me donnait l'illusion d'arrêter le temps. Roland Barthes a écrit des choses très très intéressantes là-dessus. Et c'est vraiment dans cette dialectique que j'étais jeune photographe. Et aujourd'hui encore, donc je peux dire que je suis vraiment entré en photographie comme on entre en religion. Je dirais les premiers pays, très naturellement, ça a été l'espace urbain. J'étais étudiant à Paris et je séchais abondamment les cours de la faculté pour explorer Paris, que je découvrais vraiment, un appareil photo à la main. Et ça a été une expérience très très riche. Alors je travaillais en noir et blanc à l'époque. J'étais très inspiré par mes maîtres qui étaient Cartier-Bresson et Doisneau. Et ça a été une période très très riche et c'est là que vraiment s'est affirmée cette vocation. C'était quand j'étais encore étudiant que j'ai publié mes premières photos dans des magazines de photos en noir et blanc. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance. Je rencontrais tous les photographes que j'admirais. Et certains, comme Robert Doisneau que j'évoquais justement, m'a prodigué mes premiers encouragements. Je peux dire qu'il m'a réchauffé, donné confiance et vraiment donné envie de continuer, voilà, sur cette lignée. Alors aujourd'hui, la profession de photojournaliste est beaucoup plus difficile. L'âge d'or qu'a connu mon vieux maître Roland Michaud est vraiment derrière nous. Le monde a changé avec l'Internet, le numérique, mais bon, la passion est toujours là pour ce qui me concerne. On a d'autres outils de diffusion. Ce qui est assez fascinant, c'est que nos images se retrouvent maintenant aux quatre coins du monde, en Chine, dans des pays improbables. Mes premiers reportages, je les ai faits en Irlande, à bicyclette. Je louais une bicyclette et je me promenais. Et ça a été pour moi la découverte des grands espaces. Peut-être c'est vraiment là qu'est née ma passion du voyage. Peu de temps après avoir terminé mes études, j'ai eu la chance d'être lauréat d'un prix qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le prix Air France Ville de Paris, où on envoyait des photographes aux quatre coins du monde, les lauréats aux quatre coins du monde. Et je suis parti en Corée, un pays qui était à l'époque très méconnu, et ça a été la rencontre avec le bouddhisme. Une rencontre magnifique. Je venais en plus de perdre ma mère, j'étais dans une situation de grande fragilité et j'ai découvert vraiment de l'intérieur, puisque je partageais la vie des moines, j'avais loué une moto et je séjournais dans les monastères. J'assistais à la prière qui était rythmée par le son de la cloche. Tout ça se passait dans des montagnes absolument magnifiques. Ma démarche photographique s'est vraiment doublée d'une recherche intérieure. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai, je puis dire. Vraiment, le voyage, la rencontre de l'autre, c'est vraiment la rencontre de soi. Ça a été vraiment déterminant. Pendant très très longtemps, j'ai rêvé d'aller en Inde, puis un beau jour, en 1989, j'ai franchi le pas. Et là, j'ai senti vraiment qu'il y avait une fusion entre ma démarche de photographe et ma démarche intérieure. J'ai fait des sujets comme par exemple la Kumbh Mela, qui est ce grand rassemblement d'ascètes, des sujets sur le jaïnisme également,
une religion ultra-orthodoxe dont le premier credo est la non-violence. Et j'étais bousculé, mes repères explosaient. Notamment, je pense, pendant la Kumbh Mela, je ne savais plus où j'étais, vraiment. J'avais perdu tous mes repères. Et c'était prodigieusement intéressant. C'est-à-dire que j'étais vraiment remis en question en profondeur, alors même que j'étais là pour faire un reportage. Et puis après ça a été évidemment la grande révélation de l'Inde, que je considère comme ma mère. Vraiment, j'ai une dette immense vis-à-vis de ce pays, que j'aime profondément, où je ne cesse de retourner, et qui m'a tellement donné. En Asie, je me suis senti tout de suite comme un poisson dans l'eau. J'ai évoqué la Corée, il y a eu ensuite l'Inde, mais c'est vrai aussi d'une manière plus vaste pour toute l'Asie du Sud-Est. Lorsque je rencontre des moines bouddhistes, j'ai l'impression de rencontrer ma famille, même si je ne suis pas devenu bouddhiste. Et une rencontre aussi très marquante, très forte pour moi, ça a été la découverte de l'Himalaya. J'ai découvert vraiment au rythme de la marche une autre dimension du voyage dans l'Himalaya. Et ça a été très riche. La marche me lavait de mes pensées inutiles, me dépouillait de tout ce qui était en trop. Et je dirais, les rencontres n'en étaient que plus belles. Et il y a eu comme ça des rencontres vraiment magnifiques. Ça a été la découverte du Zanskar, cette petite vallée himalayenne perdue aux confins du Ladakh. Et puis ensuite, le camp de base de l'Everest, le royaume longtemps caché du Mustang. Et c'était vraiment une découverte extraordinaire. C'était plus beau que ce que j'imaginais. Là aussi, j'ai été bouleversé par l'extraordinaire ferveur des Tibétains après 50 ans de matraquage idéologique, de persécution. Voir devant le Jokang, le grand temple de Lhasa, les pèlerins faire la kora, le tour de l'enceinte sacrée du monastère, et se prosterner dans les flaques d'eau, il n'avait plus la veille, et avec ce sourire et cette joie. Alors ça a été pour moi une grande découverte, grande leçon. J'ai parcouru, je dirais, la totalité des pays de tradition bouddhique, depuis l'Inde et le Népal, qui sont le berceau du bouddhisme, jusqu'au Japon, à la Mongolie, au Bhoutan. Et au fil des années, des voyages, est née vraiment l'envie de rendre ce qui m'a été donné, ce qui m'avait été donné. J'ai parlé tout à l'heure de la dette que j'ai vis-à-vis de l'Inde. J'ai aussi une dette vis-à-vis du Dharma, de l'enseignement du Bouddha, qui a été pour moi un véritable joyau. Les bouddhistes parlent de prendre refuge dans les 3 joyaux, qui sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha, la communauté des moines. Et vraiment, lorsque j'ai lu les enseignements du Bouddha, j'ai vraiment eu le sentiment de découvrir un trésor. Je suis allé pour la première fois en Birmanie en 1994, un peu plus de 20 ans. J'avais très envie de découvrir ce pays, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui était un pays secret. Très peu de monde allait en Birmanie. J'y suis allé, en fait, peu après que les premiers visas d'1 mois aient été accordés aux étrangers. Jusqu'alors, on pouvait à peine passer 1 semaine, et c'était très court pour visiter ce pays. Donc je me suis précipité dans la brèche qui s'ouvrait, et j'ai découvert un pays fossilisé, je peux dire ça, par 50 ans de dictature. Et c'était très paradoxal, parce qu'il y avait à la fois donc cette dictature, dont on sentait le poids lors de certaines rencontres avec des personnes qu'on voyait effrayées, hésitantes à parler à un étranger. Alors, il y avait cet aspect-là, mais surtout ce qui dominait, c'était vraiment cette extraordinaire douceur que l'on abordait en découvrant ce pays. Elle vous tombait un peu sur les épaules, elle était presque dans l'air du temps. C'était quelque chose de très rare et de très précieux, à tel point que je me sentais tellement paisible par moments que je n'avais même plus, alors ça c'est terrible pour un photographe, j'avais même plus envie de faire de photos.
Je me souviens de moments à Pagan, sur le site, l'extraordinaire site de Pagan, des centaines et des centaines de pagodes disséminées à perte de vue au milieu des champs, un site très bucolique. On entend les appels des bergers, et puis le soleil se couche sur ces pagodes. C'était vraiment un moment de félicité absolue, de paix absolue. Je voudrais surtout pas sombrer dans l'angélisme. J'ai découvert après d'autres facettes de la Birmanie, des facettes un peu plus sauvages. J'ai notamment travaillé sur le festival des Nats, qui sont les esprits birmans, puisque le bouddhisme en Birmanie cohabite, comme c'est le cas au Japon, avec l'ancien culte animiste des esprits, le culte des Nats. Et là, j'ai vu une Birmanie beaucoup plus sauvage, beaucoup plus primitive, et tout à fait étonnante, c'est-à-dire des médiums qui étaient le plus souvent des homosexuels, entrer en transe, jeter des liasses de billets de banque, boire de l'alcool au goulot d'une bouteille. Donc ça, c'est vraiment un autre aspect du pays. Et évidemment, dans ce pays où règne, je le maintiens, et c'est en effet paradoxal, où règne la douceur, il y a aussi une très grande violence, violence d'État, qui perdure aujourd'hui. On ne sait pas du tout, il va y avoir des élections à la fin de l'année. Il y a une grande incertitude. Mes amis birmans se demandent si on ne va pas revenir en arrière. Il y a eu une grande libéralisation avec la libération des prisonniers politiques, la liberté de la presse, mais un mouvement en arrière est toujours possible. Donc il y a une grande incertitude qui prévaut actuellement. Et les dirigeants en place tiennent toujours tous les leviers de l'économie. Et il y a la situation très préoccupante de la minorité des Rohingyas dans l'Arakan, à l'ouest du pays, qui ont été la victime de persécutions et qui doivent aujourd'hui, malheureusement ça fait tragiquement l'actualité, quitter leur pays sur des embarcations de fortune pour trouver un sort meilleur ailleurs, et ça, c'est tout à fait occulté. Il est très très difficile de se rendre auprès des communautés Rohingyas. Il y a le couvre-feu, l'armée est toujours présente, et on sent un grand ressentiment entre la communauté bouddhiste et en fait la rupture, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis allé là-bas, la rupture est consommée entre les deux communautés, qui ont longtemps vécu en bonne intelligence. C'est un pays tout à fait passionnant, la Birmanie, qui n'a pas encore dévoilé toutes ses richesses, tous ses trésors. J'ai la chance de pouvoir m'y rendre maintenant très régulièrement dans le cadre de stages que j'organise avec des photographes amateurs. Et j'en profite pour prolonger mon séjour et justement me rendre dans des régions qui peu à peu s'ouvrent au reste du monde. Donc c'est vraiment un pays de ce point de vue-là encore très précieux et rare.